On va continuer à commencer à l'heure. Avant de donner la parole à notre invité, puisqu'il a déjà participé à plusieurs réunions Zoom avec vous durant le Corona. Tout d'abord, je me présente. Notre invité, évidemment, c'est Pierre Lursa, que vous connaissez. On va le présenter tout à l'heure. Je me présente à Vidana de l'OSM. On se connaît aussi depuis très longtemps, mais je suis un petit peu ému parce que ce soir, nous fêtons l'Alia, on va dire, d'un de nos plus fidèles participant au Zoom de l'OSM, et pas seulement un participant, mais aussi un professeur d'hébreu, un militant communautaire, une personnalité qui nous est fort sympathique, qui nous accompagne depuis de très nombreuses années, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler, et j'espère que nous allons trouver d'autres moyens encore pour continuer à être en contact. Et à cette occasion de l'allumage de la 8e bougie, c'est à monsieur et madame Benetas, Eric en particulier, avec qui j'ai eu le plaisir d'arriver même dans sa ville de Pau. Voilà, vous voyez, nous avons même des Olim Hadashim de la ville de Pau, dans le sud-ouest, qui va nous faire le plaisir et l'honneur d'allumer pour nous, et s'il a envie de dire quelques mots avec plaisir, la 8e bougie de Hanouka. La 8e bougie, c'est vraiment la 8e journée, c'est la journée où il y a la plus grande splendeur, la plus grande lumière, le plus grand espoir, et c'est ce qu'on souhaite à tous pour Israël, pour nos soldats, pour le peuple juif, qu'à partir de maintenant, nous ne voyons que de la lumière, puisqu'à partir d'aujourd'hui, les journées vont aller en continuant, en augmentant, en se rallongeant. Et donc, c'est, si Dieu veut, un grand signe d'espoir pour Israël. Voilà, Eric, la parole est à toi. Si tu as quelques mots à nous dire avant d'allumer les bougies, on sera très content de t'entendre. Eric. Je vous dirai quelques mots après avoir allumé les bougies, comme ça on Avec fait pas plaisir. attendre la mitzvah. Et surtout, je voulais dire amen à tout tout ce que tu as dit. Effectivement, moi aussi, je pense à nos soldats, aux chatoufim, aux otages et à leurs familles, aux blessés, etc. Et donc, on espère qu'effectivement, cette Hanoukia, elle amènera de la lumière à tout le monde. Voilà, je rajoute une dernière phrase avant qu'Eric allume. Eric il est arrivé il y a quelques jours seulement en Israël, je crois il y a 48 heures. Donc c'est la deuxième fois qu'il allume ses bougies en Israël. Et c'est vraiment un honneur de le faire en notre compagnie, en votre compagnie. Merci beaucoup, Eric. Bechavod. Non, l'honneur est pour nous. להחדש שנפיל בדרכי מקודש בשם כל ישראל. הנה אנוכי בא לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה, לתקן את שחר במקום עליון, והנה אדוני אלוהינו עלינו מעשה בדיקותינו. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשנו בגזרותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Voilà, il y a 8 bougies allumées, donc on lui laisse le temps de les allumer. Alors, il est tout nouveau, il est à peine installé, il n'a pas encore tout le matériel qu'il faut, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes très indulgents. Il habite à Kiryat Yam, dans le nord du pays. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונתים בחנוכה הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בה אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך מזמור שיר חנוכת הבית לדוד הרוממך אדוני כי דינתני ולא שימחת בבעלי
Adonai Eloah Shivati Elecha Vatirpaeni, Adonai Elita Mishol Nafshi Chitainu Yardivo, Zamru Adonai Chasidavo, Dul Zecher Kocho, Kirga Berpo Chaim Bertsono, Baerem Velim Bechi Bokerina, ואני אמרתי בשלוי בלימות לעולם, אדוני ברצונך העמדת לעוז, הסתרת פניך את תניבה, אליך אדוני יקרא, ואל אדוני אתחנן, מה ביצה בדמי ברידתי, אל שחת ידך, עפר אגיד עמיתך. ואם אדוני יכונני, אדוני עוזר לי, עפרת מספדי למחולי, תחת שקי ותעזר לי שמחה. למען מזמך כבוד ולמידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה. מה אסור ישועתי, לך נא לשבח. תשכון בתפילתי, ושם תודה נזבח. לתחיל מטבח, מן סמן המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. Moi, je vous fais pas tous On les... fera qu'un seul. Voilà. Je vous fais pas tous les couplets. Parfait. Mais donc, ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est un peu le camping, comme tu as remarqué. On s'est fait prêter une Hanoukia par le Bet Rabat du coin. Ils ont été très sympas. Mais effectivement, tout le monde est très sympa ici. Tout le monde veut aider. Et comme tu l'as dit, on est très émus, ma femme et moi, Claudia et moi, parce que donc il y a 2 ans, on a allumé la Hanoukia à Pau. Et maintenant, on est à Kiryat Yam, on est donc en Israël. Et par contre, je vais avoir un gros budget de toupie, puisque je vais passer de la toupie de Nesgadol Aya Sham à Nesgadol Aya Pau. Sauf que je suis plus Pau à Pau, je suis maintenant en Israël. C'est un peu compliqué. Voilà, je souhaite à Pierre Lursa une bonne conférence. J'ai lu son petit livre là, sur la démocratie, quelle démocratie pour Israël. Très, très bien, très instructif, je vous le recommande. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous. De bonnes fêtes de Hanouka. Voilà, c'est le moment de représenter notre donc, conférencier de ce soir, donc Pierre Lursa, effectivement. Pierre Lursa, auteur de plusieurs livres. Certains, il a pu nous les présenter dans les différentes conférences. Il va en faire référence tout à l'heure. Pierre Lursa est depuis de très nombreuses années, on peut dire plusieurs décennies, autant en France qu'en Israël, un grand défenseur d'Israël, évidemment, mais de la désinformation, de la vérité sur Israël. Il le fait à travers des conférences, à travers des livres, à travers des interventions dans différentes structures. Effectivement, là, nous vivons un moment tout à fait particulier. Je pense qu'évidemment, c'est dans ce contexte où nous l'avons fait venir ce soir, où cette guerre qui n'a pas encore de nom, la guerre du 7 octobre, comme on l'appelle pour le moment, nous met encore une fois devant cette réalité de la non-vérité, de la post-vérité, de la façon dont les faits sont traités par rapport à Israël. C'est un sujet qui est très lourd, qui est très difficile, sur lequel Israël n'a pas toujours des bonnes réponses, parce que nos ennemis sont coriaces et sont virulents. Et je crois que c'est important d'entendre un spécialiste qui va nous donner peut-être quelques éléments de réponse, de compréhension et de réaction. Voilà, je remercie Yasmine Mannheim-Cohen de Paris, qui est l'instigatrice et l'organisatrice de ces conférences. Vous êtes très nombreux avec nous ce soir, je vous en remercie. Et vous aurez très bientôt la suite du programme avant une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Bonsoir, merci à Visana, merci à l'Organisation sioniste mondiale et au département promotion de l'ALIA de m'inviter à donner cette conférence. Et je salue beaucoup d'amis que je reconnais à Paris, à Jérusalem. Et en particulier, je salue la présence virtuelle, évidemment, de celui que vous avez connu comme ambassadeur d'Israël à Paris, Raphaël Morav. Alors, le sujet que je vais traiter ce soir, c'est comment défendre Israël à l'ère de la post-vérité. Alors, bien sûr, je dirais qu'est-ce que veut dire ce concept assez récent de post-vérité. Et si vous voulez, c'est pas vraiment une conférence sur la hasbara, sur la contre-propagande. Je vais pas vous donner peut-être des outils pratiques de hasbara, mais plutôt d'essayer de mieux comprendre avec vous qu'est-ce que c'est dans quel contexte aujourd'hui se situe cette guerre, dans quel contexte médiatique, politique et aussi même technologique, et quels sont les nouveaux défis que la hasbara israélienne, donc la contre-propagande d'Israël, doit affronter à notre époque, qui est l'époque à la fois, je dirais, de la post-vérité, c'est un concept que je vais définir tout de suite, et qui est aussi l'époque des nouveaux médias. Et quel est le lien finalement entre les deux? C'est un petit peu la question d'ailleurs que je me suis posée dans le livre que je présente aussi un petit peu ce soir, qui est mon livre qui s'appelle Face à l'opacité du monde. Et finalement, c'est pourquoi est-ce que
l'époque qui est la nôtre est à la fois celle où on n'a jamais été autant informé, entre guillemets, et en même temps aussi autant désinformé. Et évidemment, c'est une question cruciale pour Israël. Alors, je vais définir tout de suite qu'est-ce que c'est que la post-vérité. Et la première définition que je vais donner, c'est une définition qui va nous laisser un petit peu encore dans l'ambiance de Hanouka, puisqu'on est le 8e jour de Hanouka. Et c'est une définition de nos sages que j'ai trouvée dans un livre de commentaires du Rav Léon Ashkenazi. Et je cite, Rabbi Yehuda a enseigné, dans la génération où viendra le fils de David, la vérité aura disparu, Néderet. On a enseigné au nom de l'école de Rav, cela signifie qu'elle sera divisée en troupeaux, Adarim, et disparaîtra. Et donc ça, je dirais, c'est de manière tout à fait stupéfiante, notre tradition a envisagé une époque, qui est la nôtre, où la vérité disparaîtra. Et pourquoi elle disparaîtra? Parce que elle sera divisée en troupeaux, c'est-à-dire que finalement, il n'y aura plus une seule vérité, il n'y aura que une vérité multiple, et donc finalement, il n'y aura plus de vérité. Et je dirais que c'est une description assez saisissante de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, est-ce que c'est l'époque de Mashiach ben David? Je ne suis pas qualifié pour ça, mais effectivement, quand on lit ce débat de la tradition dans le Rav Ashkenazi, on ne peut pas ne pas être frappé par la ressemblance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et maintenant, une définition beaucoup plus récente, c'est quoi la post-vérité? Dans le dictionnaire Oxford 2016, je crois que c'est à peu près l'année où apparaît ce concept. Post-vérité, c'est quelque chose qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence, pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Et là, vous voyez qu'on est en plein dans l'actualité, parce que c'est précisément ce que font les médias quotidiennement, faire appel à nos émotions et nous imposer aussi leurs opinions subjectives. Alors, voilà, si vous voulez, les deux définitions pour entamer ce débat, cet exposé sur défendre Israël à l'ère de la post-vérité. Et la première chose que je voudrais aborder, la première question, c'est finalement en quoi est-ce que la propagande, et notamment la propagande anti-israélienne, est devenue plus complexe, est un défi plus complexe pour Israël à l'époque qui est la nôtre, qui est celle du numérique et celle des médias électroniques. Et je commencerai par une petite remarque, une anecdote presque. Vous savez peut-être qu'il y a en Israël une institution qui s'appelle le Ma'arach HaCyber, qui est, on pourrait traduire la direction ou le directorat du cyber, et qui en général, en temps de paix, s'occupe de choses assez, on pourrait dire, anodines, qui existent dans tous les pays, par exemple, lutter contre les fake news. Mais en temps de guerre, elle a une mission beaucoup plus cruciale qui est de protéger la population d'Israël contre le risque de manipulation par des fausses informations et aussi donc de lutter contre la guerre psychologique du Hamas. Et j'ai découvert par hasard cette institution israélienne en voyant une petite vidéo qui traitait sur le mode humoristique, le fait qu'on est submergé d'informations, y compris de fausses informations, et qu'il faut faire attention à ce qu'on partage parce qu'on peut partager des intox qui viennent du Hamas. Et donc, il y a même un néologisme qui a été créé à cette occasion par ce département gouvernemental israélien, qui est le mot de chatefet, qu'on pourrait traduire par maladie du partage. La chatefet, c'est le fait qu'on est toujours en train de de partager des informations sans même se poser la question, est-ce qu'elles sont authentiques? Évidemment, c'est une maladie qui existe en temps de paix comme en temps de guerre, mais elle devient d'autant plus dangereuse en temps de guerre parce qu'on risque effectivement de participer à la guerre psychologique du Hamas. Alors, ceci étant dit, si vous voulez, la première chose qu'on peut remarquer sur la propagande à l'ère numérique, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus diffuse et quelque part, ça remet en question certaines idées reçues qu'on pouvait avoir concernant la propagande. La première idée reçue, quand on pense au mot propagande, on croit toujours que la propagande, c'est le fait des États totalitaires, c'est le fait des États autoritaires, et on est victime de la propagande lorsque on vit dans un État non libre, non démocratique. Et aujourd'hui, le fait marquant de la propagande contemporaine, c'est je dirais qu'elle se diffuse
tout autant dans des États libres et démocratiques que dans des États totalitaires, et peut-être même encore plus, puisqu'elle est le fait des nouveaux médias qui, comme vous le savez, ne sont pas libres dans les États totalitaires. L'Internet n'est pas libre en Chine ou en Iran. Donc, c'est précisément dans les États démocratiques que la propagande peut se diffuser sur Internet. Et donc, ça remet en question cette première idée reçue. Et la deuxième idée reçue qu'on partage, je dirais de manière instinctive, c'est de penser que l'époque que l'on vit, l'époque d'Internet, l'époque des nouveaux médias, c'est une époque de grande information, on pourrait dire même de surinformation, et donc c'est une époque où on est mieux informé. Eh bien, je dirais que de manière contre-intuitive, et c'est un petit peu aussi le sujet de mon livre, c'est que on est tellement informé que finalement, trop d'informations tue l'information, et finalement, je dirais que la promesse d'intelligibilité du monde, la promesse que le monde devient plus facile à comprendre à notre époque du fait de l'existence d'Internet et des nouveaux médias, eh bien, cette promesse, elle a été trahie. Et en fait, et sans rentrer évidemment dans tous les aspects philosophiques, puisque je voudrais me concentrer ce soir sur les aspects pratiques et concrets et qui sont liés à l'actualité, mais on constate que l'époque actuelle, l'époque que l'on vit, c'est celle où finalement, non seulement on n'est pas mieux informé, mais en fait, on est de plus en plus, je dirais, confus, on est très facilement induit en erreur et on ne sait plus comment distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est peut-être la première définition concrète qu'on pourrait donner de la post-vérité, c'est-à-dire qu'on vit à une époque où le mensonge est de plus en plus diffus et où la vérité et le mensonge eux-mêmes sont de plus en plus difficiles à distinguer. Donc, je disais que la propagande, aujourd'hui, le mensonge n'est plus seulement le fait d'organisations totalitaires, d'États totalitaires. Hein, c'est plus comme dans George Orwell, 1984. C'est pas l'État tout-puissant qui nous soumet à sa propagande. C'est des organisations terroristes comme le Hamas, mais aussi des partis, des groupements politiques, voire même des ONG. Par exemple, j'en citerai juste deux, Amnesty International ou la Croix-Rouge, ou même Breaking the Silence en Israël, qui peuvent, elles aussi, diffuser des fausses informations contre Israël, par exemple sur des soi-disant crimes de guerre commis par Tsahal dans la bande de Gaza. Donc, très facilement, on va être victime de cette propagande, ou on peut tomber victime de cette propagande. Et je dirais qu'une autre idée reçue concernant la propagande, c'est que un esprit averti y échappe. Hein. On a toujours cette idée que on est mis en garde, on fait attention, et donc finalement, on ne peut pas être victime à son insu. Et le contraire, je dirais que c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire qu'on est tous victimes de la propagande à notre insu. La propagande, ça marche sur tout le monde, je vais y revenir, c'est un sujet évidemment important, crucial. Ça marche y compris sur les esprits les plus éclairés, entre guillemets, y compris sur les spécialistes de la contre-propagande. Et le meilleur exemple et le plus tragique, comme vous le savez, c'est que Israël a été pris au dépourvu le 7 octobre et tous les services de renseignement israéliens qui sont considérés comme parmi les meilleurs au monde sont tombés quelque part dans le piège du Hamas qui nous a fait croire que la frontière avec Gaza était une frontière calme et qui a aussi détourné l'attention d'Israël en suscitant aussi toutes sortes d'événements ailleurs dans le pays. Et donc finalement, on est tous tombés, on a tous été victimes de cette propagande du Hamas. Alors, je dirais un autre fait caractéristique de l'époque des nouveaux médias et de l'époque d'Internet à laquelle on vit, c'est que du fait qu'on est tous atteints par cette maladie que désigne ce néologisme israélien de Chatefet, de la maladie du partage, eh bien, on devient tous des espèces de diffuseurs, on pourrait dire chacun de nous devient une mini-agence de presse. Et évidemment, ça a un effet démultiplicateur sur la propagande parce que chacun d'entre nous peut, à son insu ou de manière volontaire, diffuser des fausses informations ou diffuser des infox, comme on les appelle, ou des intox. Et donc, je dirais que l'ère de la post-vérité, pour conclure sur ce sujet, c'est l'époque que l'on vit, c'est celle d'une propagande à la fois décuplée sur le plan quantitatif et décentralisée. Et donc, n'importe quelle idée fausse peut être diffusée et propagée par des millions de personnes sans aucune concertation, de manière totalement non concertée et sans qu'il y ait derrière une main invisible. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une propagande qu'il y a quelqu'un qui orchestre la propagande aujourd'hui. Ça peut être le fait de chacun d'entre nous de manière totalement, je dirais, non concertée et parfois non voulue. Et c'est ce qui la rend évidemment plus difficile à empêcher et à combattre.
Alors, pour revenir, si vous voulez, sur le sujet sujet très actuel du fait que la propagande concerne tout le monde, y compris les gens qui se considèrent comme plus éduqués ou plus intelligents, ce qui évidemment sont deux choses tout à fait différentes, eh bien, je dirais que l'exemple le plus frappant qu'on a vu ces derniers jours, c'est évidemment celui des trois dirigeantes des grandes universités américaines qui ont considéré qu'il fallait contextualiser les appels au génocide contre les Juifs. Et bien sûr, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça pose évidemment une question qu'a posé un sociologue français qui s'appelle Gérard Bronner dans un livre qui s'appelle Apocalypse cognitive. Et il pose la question comme ça, pourquoi les gens intelligents croient-ils à des idées folles? Et personnellement, je dois dire que c'est une question qui m'a beaucoup intéressé depuis assez longtemps, notamment depuis l'époque du Covid, donc il y a quelques années, parce qu'effectivement, l'époque de la post-vérité, c'est aussi l'époque, on pourrait dire, des croyances à des idées folles. Et de ce point de vue-là, je dirais que l'époque que nous vivons, elle apporte un démenti à cette idée reçue là aussi, selon laquelle le progrès technologique s'accompagnerait d'un progrès de la connaissance. Et finalement, l'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être une époque de régression intellectuelle et aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, une époque de régression morale et spirituelle. Alors, pourquoi est-ce que les gens intelligents croient à des idées folles? C'est une question un petit peu presque philosophique. Je vais y revenir tout à l'heure en parlant de l'aspect moral de cette question, mais je vais d'abord dire encore quelques mots de la guerre psychologique et de la manipulation médiatique du Hamas. Vous savez que la guerre qui a été déclenchée le 7 octobre, comme toutes les guerres entre Israël et ses ennemis arabes, s'accompagne d'une guerre psychologique et aussi d'une guerre médiatique. Et je crois que quelque chose qu'on ne rappelle pas assez souvent à propos du Hamas, c'est que cette guerre psychologique, ce n'est pas un fait nouveau. Elle utilise bien sûr des moyens qui sont nouveaux, et notamment des moyens médiatiques qui sont nouveaux, mais du point de vue, je dirais, de la tradition du djihad, eh bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans le djihad, il y a toujours un aspect psychologique, il y a toujours un aspect de terroriser l'adversaire. Et ce qui consiste d'une part à l'humilier, à diffuser des images horribles, et même avant l'invention des médias modernes, il y avait aussi déjà des images horribles. Et donc, je dirais que le fait de diffuser ces images, dans le but à la fois d'instiller la peur chez l'ennemi, donc c'est-à-dire chez nous, et l'effroi, et aussi de susciter l'émulation et la haine, tout ça, ça n'a rien de nouveau dans l'histoire du djihad. Donc c'est important, lorsqu'on essaye d'analyser la guerre menée par le Hamas contre Israël, de l'inscrire dans le temps long de l'histoire du djihad pour comprendre des choses qui finalement n'ont rien de nouveau. Alors, maintenant, si on se place du point de vue d'Israël, comment est-ce qu'on peut essayer de contrer cette guerre médiatique et cette manipulation, cette guerre psychologique? Et une des questions qui se posent aujourd'hui quotidiennement, qu'on voit tous les jours dans les médias, c'est est-ce qu'on peut échapper aux fake news? Et vous savez que les grands médias occidentaux et français notamment ont tous créé ce qu'ils appellent des fact-checkers, des contrôleurs de faits, et avec une espèce, je dirais, de volonté de contrôler l'information et de séparer le vrai du faux et de trier le bon grain de l'ivraie. Alors, par exemple, je donnerai un exemple très récent. Vous avez presque tous les jours en ce moment sur les grands médias français, les médias, je parle des médias écrits, mais sur Internet, qui sont tous accessibles sur Internet, vous avez cette rubrique fact-checking, où on vous explique que telles images sont des images vraies et telles images sont des images fausses, sont des images manipulées. Et on vous donne toujours des exemples des deux côtés parce que les médias français considèrent toujours qu'il faut garder un équilibre entre Israël et le Hamas, dans le meilleur des cas, hein, quand ils ne sont pas entièrement du côté du Hamas. Et donc, souvent, on va vous donner un exemple d'une fausse information qui provient du Hamas, une image déformée, par exemple, des images de soi-disant victimes à Gaza qui, en fait, sont vieilles de 10 ans ou de 20 ans et qui n'ont jamais été filmées à Gaza, mais ailleurs. Et on va vous donner aussi des exemples israéliens. Tout récemment, une image qui a été, je crois, publiée d'abord par le Jerusalem Post, où on voit un père de Gazaoui qui tient dans sa main soi-disant un enfant mort et qui en fait ressemble beaucoup à une poupée. Et donc le Jerusalem Post l'a présenté comme une manipulation médiatique du Hamas. Et ensuite, il y a eu un démenti parce que
on a dit que finalement, c'était pas une poupée, c'était effectivement un enfant mort. Alors, je ne m'arrête pas sur cet exemple parce que je connais pas le fin mot de l'histoire, mais juste pour montrer que la manipulation, elle existe, soi-disant, des deux côtés. Et effectivement, je dirais dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, personne n'est à l'abri de diffuser des fausses informations. Il suffit que quelqu'un diffuse une fausse image et que nous-mêmes, nous la partagions. Et de ce point de vue-là, il peut aussi y avoir une manipulation médiatique dans le sens opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la manipulation ne vient que du Hamas et qu'Israël en serait totalement exempt. Quand je dis Israël, c'est tous ceux qui défendent Israël, bien entendu. Alors, un autre exemple très récent, c'est lorsque le journal Le Monde a voulu démontrer, soi-disant, dans cette rubrique fact-checking, que le QG du Hamas ne se trouvait pas dans le tunnel où le porte-parole de l'armée israélienne l'avait identifié. Et vous avez sans doute vu ces images de la télévision israélienne, du porte-parole de l'armée, où on nous montre le tunnel où se trouvait un des QG du Hamas, parce qu'il y en a plusieurs, sous l'hôpital Shifa de Gaza. Eh bien, le journal Le Monde, lui, il a prétendu démontrer simplement par l'analyse des photographies que le QG du Hamas ne pouvait pas se trouver dans ce tunnel. Et personnellement, ça m'a inspiré le commentaire suivant, c'est que premièrement, je dirais qu'il y a une immense prétention, il y a quelque chose de presque ridicule à prétendre que simplement en analysant une photo, on pourrait démentir l'information a priori tout à fait crédible qui a été diffusée par le porte-parole de Tsahal, qui n'est pas suspect a priori de manipulation pour le coup. Et je dirais que c'est d'autant plus ridicule que c'est aussi une erreur sur le plan moral, parce que, comme toujours, le journal Le Monde, en particulier, renvoie dos à dos le Hamas et Israël, et finalement ne donne pas plus de crédibilité ou de confiance aux informations qui viennent du Hamas et à celles qui viennent du porte-parole de l'armée d'Israël. Ce qui, évidemment, sur le plan moral, est une faute. Et sur un plan plus général, et là c'est le sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui est le sujet de mon livre, je dirais que cette prétention de vouloir trier le vrai et le faux dans les médias, elle repose largement sur une illusion. D'abord parce que les fact-checkers eux-mêmes ont des biais idéologiques, et on le voit bien dans le cas du journal Le Monde, c'est évident, mais à un plan plus général et plus philosophique, parce que le mensonge fait partie, je dirais, de l'information. Et les journaux eux-mêmes n'hésitent pas parfois à répercuter des mensonges, et les grands médias, depuis le début de la guerre, ont eux-mêmes diffusé des informations mensongères. Par exemple, quand il y a eu le fameux missile soi-disant tiré par Israël sur l'hôpital de Gaza, et après, il s'est avéré que c'était le djihad islamique, eh bien, non seulement les médias avaient diffusé la fausse information, sans aucune limite, sans aucune restreinte, sans aucune restriction, sans aucune, je dirais, sans même se poser la question est-ce que l'information était crédible. Et ensuite, lorsque l'information a été démentie, on a vu, évidemment, la force du démenti n'est jamais aussi forte que celle de l'information elle-même. Et par ailleurs, on n'a pas vu beaucoup d'excuses. On en a vu quelques-unes. On a vu certains communiqués. C'est peut-être aussi un fait assez nouveau dans cette guerre, c'est qu'on a vu des grands médias occidentaux, je pense à la BBC, je pense à certains journaux français, qui ont parfois publié non seulement des rectificatifs, mais presque des excuses. Ils se sont presque excusés, n'est-ce pas? Donc, on voit que, je dirais que le sujet de la guerre médiatique est aujourd'hui au cœur de l'information, et les médias eux-mêmes sont conscients du fait qu'ils peuvent commettre des erreurs, même s'ils ne sont pas toujours très enclins à les reconnaître. Alors, un autre aspect, je dirais, qui est caractéristique de notre époque, c'est ce que certains ont appelé les bulles cognitives ou les bulles d'information, c'est-à-dire le fait que dans le monde des nouveaux médias, on a tous tendance finalement à se protéger de toutes les opinions qui ne sont pas conformes aux nôtres. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur les réseaux sociaux, on va éliminer de nos amis ceux qui vont professer des opinions qui nous dérangent. Donc, c'est très facile d'enlever un ami sur un réseau social. Et la même chose, peut-être aussi dans la vie réelle. Parfois, on va se couper de certaines personnes. Il y a eu un grand article récemment dans les médias français sur le fait qu'à l'occasion de cette guerre, il y a des familles qui étaient divisées, comme pendant l'affaire Dreyfus. Il y a des gens qui veulent plus parler parce qu'ils n'ont pas la même opinion sur la guerre entre Israël et le Hamas. Et quelque part, ça participe de ce phénomène de
je dirais, de ce qu'on a appelé par le terme très technique de insularité cognitive, c'est-à-dire chacun de nous devient comme une île. Chacun se protège de toute information qui viendrait je dirais le titiller ou qui viendrait remettre en question ses opinions ou ses idées sur certains sujets. Alors, ça m'amène à la deuxième partie de mon exposé, qui est celle de ce que j'appellerais la confusion morale et le relativisme moral. Et je voudrais répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire finalement contextualiser les appels au génocide des Juifs, hein, puisque c'est ça la réponse qui a été donnée devant le Congrès américain par les présidents des grandes universités américaines, des 3 grandes universités. Quand les membres du Congrès les ont interrogés, pourquoi est-ce que vous considérez que c'est normal qu'il y ait des appels au génocide des Juifs sur le campus, elles ont répondu parce qu'il faut les contextualiser. Alors ça veut dire quoi contextualiser un appel au génocide? Je dirais que ça renvoie à tout le substrat théorique intellectuel du postmodernisme, et la post-vérité, évidemment, c'est le trait caractéristique de l'idéologie du postmodernisme. Alors, ça veut dire quoi contextualiser? Ça veut dire remettre dans un contexte, et j'ai entendu d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure une étudiante sur le campus de Harvard, une étudiante d'origine proche-orientale, qui expliquait qu'il fallait dénoncer le génocide commis par Israël à Gaza, et qui utilisait elle aussi ce terme de contextualiser. Il fallait contextualiser les événements parce que le journaliste lui demandait « Est-ce que vous dénoncez aussi les crimes du Hamas ?» Et là, tout de suite, de manière presque instinctive, elle répondait « Il faut contextualiser ». Donc, contextualiser les crimes du Hamas, contextualiser les appels au génocide, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que dans cette espèce de nouvelle idéologie qui est celle qui est notamment présente sur les campus américains et ailleurs, eh bien, il n'y a plus de vérité objective. Il n'existe plus aucune vérité factuelle parce que les faits sont séparés du discours. C'est-à-dire que ce qui devient primordial, c'est le discours, et les faits eux-mêmes n'ont plus une grande importance finalement. Et c'est pas un hasard si toutes ces théories qui peuvent paraître un petit peu délirantes aux personnes qui ne les ont pas, qui n'ont pas baigné dans cet univers intellectuel, eh bien, elles sont toutes nées, ces théories, sur des campus, dans des facultés de lettres. Et c'est pas un hasard parce que c'est, en fait, je dirais que toutes ces théories, finalement, elles se ramènent à ce que nous, on a tous étudié au lycée, c'est-à-dire l'analyse de texte. C'est de l'analyse de texte. Donc, finalement, dans cette nouvelle conception du monde, je dirais qu'il n'y a pas de réalité objective. Les faits eux-mêmes n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est uniquement l'interprétation des intentions des auteurs. Donc, si l'intention, pour donner l'exemple évidemment le plus actuel, si l'intention des terroristes du Hamas, c'était de libérer la Palestine, de mettre fin à l'état d'apartheid israélien, etc., de mettre fin au colonialisme, alors, peu importe les moyens qu'ils emploient, leur intention, elle est bonne, et donc, finalement, c'est ça qu'on appelle contextualiser. C'est donc, finalement, tout simplement trouver des excuses, trouver des justifications, et c'est pour ça que les présidents de ces 3 universités ont refusé de condamner les appels au génocide. Alors, évidemment, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'étendre beaucoup plus que les quelques éléments que j'ai donnés, mais je voudrais aborder une autre question qui évidemment est cruciale aujourd'hui pour Israël et pour l'armée d'Israël à Gaza, c'est celle des victimes civiles. Et là aussi, je dirais que sur cette question des victimes civiles, il y a une énorme confusion morale parce que tout le monde sait, en Israël en tout cas tout le monde le sait, que le Hamas a placé délibérément les civils en première ligne, a placé délibérément ses QG, ses armes, ses entrepôts, ses soldats dans des institutions civiles, dans des écoles. On voit quotidiennement à la télévision israélienne l'armée israélienne qui est obligée d'envahir des bases militaires du Hamas qui sont dans des écoles, dans des mosquées et dans des hôpitaux, ce qui évidemment est interdit non seulement par le droit humanitaire, par le droit de la guerre. Donc, du point de vue, je dirais, du droit, Israël est tout à fait légitime à poursuivre, à frapper les cibles, même lorsqu'elles sont situées dans des hôpitaux ou dans des écoles. Et malgré tout,
eh bien, on constate qu'il y a cet argument qui revient sans cesse dans les médias et même dans les discours des dirigeants occidentaux, notamment, on l'a vu, brandi par Emmanuel Macron, mais aussi plus récemment par Joe Biden, à savoir Israël devrait s'empêcher ou devrait minimiser les victimes civiles. Et donc, il y a une accusation récurrente contre Israël que Israël tue trop de civils, alors que nous savons bien que précisément ceux qui mettent les civils en première ligne, ce sont nos ennemis, c'est le Hamas, et nous-mêmes, nous faisons tous les efforts possibles pour minimiser le nombre de victimes civiles. Et il y a eu ce matin dans le Figaro un professeur de philosophie français, André Perrin, qui faisait remarquer de manière tout à fait pertinente que le fait qu'il y ait des victimes civiles dans la guerre, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de tout à fait banal. Et il y a d'autres personnes qui ont fait des études sur le sujet, des études numériques pour comptabiliser combien est-ce que Israël faisait de victimes. Et en fait, on s'aperçoit que le ratio entre les victimes militaires et civiles à Gaza est tout à fait honorable et inférieur au ratio de victimes civiles dans d'autres guerres menées par les États-Unis ou par d'autres pays occidentaux. Donc, de ce point de vue-là, Israël n'a aucun reproche à se faire. Israël peut être tout à fait fier de la façon dont il mène la guerre à Gaza, en essayant de minimiser au maximum le nombre de victimes civiles. Et toujours sur ce sujet, il faut aussi rappeler, du point de vue historique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu pas moins de entre 300 et 500 000 victimes civiles allemandes et 70 000 victimes civiles françaises. Et la BBC en français, en 1944, avait déclaré c'est une nécessité horrible. Jamais dans l'histoire, aucun allié n'a dû infliger des blessures aussi sanglantes à un autre peuple allié et ami, en parlant des victimes civiles françaises qui ont été tuées par les armées alliées. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait normal, entre guillemets, dans la guerre, qu'il y ait des victimes civiles, et aucune armée au monde ne s'est jamais empêchée de poursuivre ses objectifs militaires simplement pour éviter des victimes civiles. Ce que Israël, d'ailleurs, a parfois fait. Israël a parfois refusé au dernier moment de bombarder un immeuble de Gaza. Là, je ne parle pas de la guerre actuelle, mais je parle des précédentes opérations. Israël s'est empêché de bombarder des immeubles où se trouvaient les responsables du Hamas, uniquement pour ne pas faire de victimes collatérales. Donc Israël va beaucoup plus loin dans la protection des victimes civiles que les autres armées, et malgré tout, le reproche pèse toujours sur Israël. Et le paradoxe, évidemment, sur ce sujet, c'est que du point de vue du Hamas, plus il y a de victimes civiles, et mieux c'est. Et le Hamas fait tout pour maximiser les victimes, à la fois pour faire accuser Israël, et donc pour jouer dans cette guerre médiatique la carte des civils contre Israël. Alors, sur le même sujet, il y a un autre point intéressant qui a été soulevé par plusieurs observateurs, c'est le fait que le Hamas aurait innové en diffusant dès le 7 octobre les images de ces crimes. Et il y a un spécialiste du sujet, Michael Prazan, qui explique que c'est une innovation qui remonte à l'époque de l'État islamique, Daesh, et qui a été le premier, soi-disant, à filmer ses propres exactions et à produire des images qui nous paraissent à nous répugnantes, mais qui peuvent avoir un effet inverse chez l'ennemi, c'est-à-dire chez les islamistes radicalisés, parce que chez eux, ça suscite, explique-t-il, la jouissance et l'exaltation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une innovation, parce que je crois que dans la guerre psychologique, qui est un élément inhérent au djihad, il y a toujours eu cette recherche d'un effet de galvanisation, d'exaltation de ses propres troupes et de terroriser l'adversaire. Mais ce qui est nouveau, évidemment, c'est la technologie moderne qui permet de filmer en direct et de diffuser en direct. Et vous savez que la plupart des images du 7 octobre, ou la quasi-totalité des images du 7 octobre, ce sont celles que le Hamas lui-même a diffusées parce que ses propres terroristes avaient eux-mêmes des caméras, étaient eux-mêmes porteurs de caméras. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une innovation totale, mais disons que ce qui est nouveau, c'est évidemment l'aspect technologique et médiatique. Alors, du point de vue, évidemment, de l'utilisation de ces images horribles, on a pris la mesure à cette occasion du gouffre moral qui nous sépare de nos ennemis. Il y a un véritable gouffre moral qui nous sépare du Hamas, évidemment, et je dirais que c'est peut-être un des aspects
sans précédent de cette guerre par rapport à toutes les guerres d'Israël, c'est que depuis le 7 octobre, il y a une immense clarté morale en Israël, une clarté et une espèce d'unanimité sur le fait que nous nous battons contre un ennemi inhumain et que notre combat est totalement juste et c'est le combat, comme on dit à Hanouka, c'est le combat de la lumière contre l'obscurité. Alors, c'est peut-être le fait marquant de la période que nous vivons, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais, disons que c'est la dernière partie de mon exposé, c'est finalement quelle doit être la vérité qu'Israël doit présenter au monde. Parce que lutter contre la désinformation du Hamas, c'est très difficile. Empêcher la diffusion de fausses informations, c'est quasiment impossible. Et il y a des spécialistes du sujet. Il y a un jeune influenceur francophone que vous connaissez peut-être qui s'appelle Simon Mauss, qui reconnaissait, lui qui est très actif sur les plateformes comme TikTok et Instagram, et qui reconnaissait que c'est quasiment impossible finalement de contrer la propagande de l'ennemi et que même si nous-mêmes nous diffusons des contenus, ce que fait tout le monde quotidiennement, c'est pas certain que ça ait un effet parce que tout simplement, on ne va pas faire changer d'avis quelqu'un qui est un partisan du Hamas et ni d'ailleurs un partisan d'Israël. Et finalement, je dirais le seul effet que peuvent avoir ces contenus qui sont partagés par nous tous les jours, chaque heure, c'est éventuellement de faire changer d'avis des indécis. Mais des indécis, il n'y en a pas beaucoup. Parce que précisément, on vit à une époque où chacun a une opinion bien arrêtée sur tous les sujets et évidemment sur la guerre entre Israël et le Hamas. Alors, dans ce contexte, quelle peut être la vérité que Israël doit diffuser? Quel doit être le message d'Israël? Et là, cette fois-ci, je parle pas seulement d'un message médiatique, mais plus généralement de la vérité au sens le plus profond que Israël pourrait pourrait adresser au monde entier. Et de ce point de vue-là, je dirais que cette guerre que nous vivons en ce moment, c'est une guerre unique qui ressemble à d'autres guerres qu'on a vécues, mais qui a un aspect peut-être tout à fait nouveau. Elle ressemble, évidemment, elle ressemble à la guerre de Kippour parce qu'elle a été déclenchée par une surprise, c'est une terrible surprise. Elle ressemble à la guerre d'indépendance parce que c'est une guerre existentielle. Mais il y a quelque chose de nouveau dans cette guerre. Et c'est l'aspect que je voudrais toucher maintenant, si vous voulez. C'est finalement quelle peut être la vérité d'Israël et en quoi est-ce que le combat d'Israël aujourd'hui, lui aussi, s'inscrit contre la post-vérité. Et si vous voulez, ça m'amène à un sujet que j'ai pas encore abordé, qui est celui du post-sionisme. Parce que finalement, ce que nous sommes en train de vivre en Israël depuis le 7 octobre, je dirais, c'est la fin d'une parenthèse. Depuis une trentaine d'années, en gros depuis les accords d'Oslo, depuis le début des années 90, on était rentré dans une parenthèse post-sioniste et aujourd'hui, on vit ce qu'on est en train de vivre en Israël de manière quotidienne à travers le message que nous envoient, que diffusent les soldats qui sont à Gaza et leurs officiers. Si vous recevez tous ces petites vidéos qui circulent partout, vous voyez le retour aux fondamentaux du sionisme. Et finalement, je dirais, c'est cette parenthèse qui se referme. Moi, je me souviens d'avoir été, avant de faire mon alia il y a 30 ans, j'assistais à un séminaire de Hasbara qui était animé par Chaim Hatsis, que certains d'entre vous ont connu. Et à l'époque, le discours officiel de l'État d'Israël, de l'ambassade d'Israël à Paris, c'était il n'y a pas de peuple palestinien, il ne peut pas y avoir de souveraineté autre que celle d'Israël à l'ouest du Jourdain, et la paix dépend uniquement des Arabes qui l'ont refusée jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces vérités officielles d'Israël ont été ensuite balayées par la vague du post-sionisme. Et finalement, ce que nous vivons aujourd'hui à travers cette guerre, je dirais, c'est le retour à la clarté morale du sionisme d'autrefois, celui de 1948 et d'encore avant. Et c'est ce message, finalement, cette clarté morale que nous ressentons tous quand nous entendons les soldats qui se trouvent à Gaza. Et de ce point de vue-là, je dirais, pour revenir à la citation que j'ai citée en préambule du Rav Léon Ashkenazi, l'époque que nous vivons, c'est celle où la vérité a disparu parce qu'elle est divisée en troupeaux, n'est-ce pas? Et donc, nous vivons l'époque de la disparition de la vérité, c'est ça la post-vérité.
Mais cette disparition de la vérité, c'est aussi celle de l'apparition d'une nouvelle vérité, la vérité d'Israël. Et peut-être pour répondre à ta question, ton interrogation tout à l'heure, Avi, comment cette guerre s'appellera un jour, j'ai entendu des gens qui disaient que ce sera peut-être la guerre de la vérité. Évidemment, là, il s'agit d'une vérité qui est au-delà même de l'aspect médiatique et politique, c'est une vérité qu'on pourrait dire même prophétique. Et c'est pas un hasard, sans doute, si cette guerre elle a commencé le jour de Simchat Torah. Euh, on l'a beaucoup comparé à la guerre d'indépendance. Moi, j'y vois personnellement une deuxième guerre d'indépendance, c'est-à-dire finalement une renaissance du peuple d'Israël sur sa terre, une nouvelle naissance, un nouveau départ, un restart. Et je terminerai, si vous voulez, en citant le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a déclaré hier soir au journal télévisé, ses propos ont été rapportés en tout cas à la télévision hier soir, Anachnu nenatseach be'ad amenu be'ad are Elokeinu. Une citation du prophète Shmuel qui dit « Nous allons vaincre pour notre peuple et pour Are Elokeinu, pour les villes, mot à mot les villes de notre Seigneur, de notre Dieu. » Et c'est très frappant d'entendre ces mots du prophète Shmuel dans la bouche du ministre Yoav Gallant. Et c'est très, quelque part, si pour quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire du sionisme, je dirais, pendant très longtemps, le sionisme en tant que mouvement politique laïque a toujours utilisé des citations de la Bible, mais de manière tronquée. Et les exemples sont innombrables, mais j'en donnerai un seul. Il y a un mouvement sioniste très ancien que vous connaissez qui s'appelait le Bilou. Et Bilou, ça voulait dire quoi? Bet Yaakov, Lechu, Venelcha. Donc le Bilou, fin du 19e siècle, il invoquait ce verset du prophète Isaïe qui dit « Maison de Jacob, levez-vous et Nelcha et partons », mais il avait omis la fin du verset qui était Beor Adoshem, à la lumière de Dieu. Donc, aux yeux des sionistes, des pionniers sionistes du Bilou, il fallait se lever et partir en Israël, bien sûr, mais en omettant la fin qui était Beor Adoshem. Et aujourd'hui, à mon sens, c'est ça le grand changement qu'on est en train de vivre en Israël. C'est pas seulement un mouvement de teshuva individuel comme il y en a eu aussi après la guerre du Kippour. Et je dirais c'est pas ça qui importe, parce que chaque juif est libre de ses opinions, de ses croyances, de sa pratique religieuse. Et peut-être le plus grand mensonge qu'on a entendu ces derniers mois avant la guerre, c'est de faire croire que la religion juive était une religion qui était prosélyte ou surtout qui reposait sur la coercition, alors que ceux qui ont une toute petite notion de halakha, de loi juive, savent qu'on ne peut pas imposer à un juif de faire une mitzvah. Ça n'a aucune valeur. La mitzvah doit toujours venir de la volonté, du plein gré de la personne. Donc on ne peut pas forcer. On peut certes proposer, comme font les Lubavitch, on peut proposer à des juifs dans la rue de mettre les téphilines, mais on ne peut pas les obliger. Et donc ce changement que nous vivons aujourd'hui, je dirais, c'est au niveau collectif, au niveau de notre identité collective, c'est que finalement, aujourd'hui, personne, y compris le ministre de la Défense, y compris les officiers, les soldats qui se trouvent à Gaza, plus personne n'a peur de dire que nous combattons pour le nom d'Israël et pour le nom de Dieu, Beor Adoshem. Et à mon sens, et ça fait peut-être le lien avec l'image que j'ai affichée en arrière-plan, que vous avez peut-être vue et vous êtes peut-être demandé quel était le rapport avec le sujet d'aujourd'hui, eh bien, je dirais c'est le sionisme suprême de Jabotinsky, que j'ai souvent évoqué, y compris dans le cadre de l'OSM, qui est en train de s'élaborer aujourd'hui sous nos yeux, sur les champs de bataille. Et c'est pour ça que j'ai affiché cette image qui date d'il y a une centaine d'années, lorsque les premières forces armées juives se sont battues sous un drapeau juif. Ça se passait pendant la Première Guerre mondiale, et c'est évidemment le sujet d'une autre conférence. Mais juste donc, pour faire ce petit clin d'œil à Jabotinsky, ce que nous vivons aujourd'hui, 100 ans après le mur de fer, c'est, je dirais, la seconde étape du sionisme tel que l'avait envisagé Jabotinsky, c'est-à-dire Kimitzion, Tetze Torah, la Torah va sortir de Sion. Et c'est ça peut-être la vérité telle que Jabotinsky lui-même, qui était un juif totalement laïque, l'avait décrite à son époque. Et c'est ça qu'on voit peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième étape du sionisme. Merci de votre attention. Pierre, c'est à mon tour de te remercier. Je voudrais resaluer aussi, parce que je ne savais pas qu'il était parmi nous, notre ambassadeur à Paris, Raphaël Morave, qui était en fonction
il me semble, qui est toujours au ministère des Affaires étrangères, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Nous avons une intervention, j'allais dire, remarquable de tout point de vue. D'abord parce que nous avons commencé avec l'alia d'un de nos fidèles auditeurs qui nous a fait l'honneur d'allumer toutes les bougies de Hanouka et de donner un maximum de lumière, comme on l'a dit. Je crois que tu as rajouté une dimension supplémentaire dans la lumière parce qu'on a voulu aller vers la vérité. Il ne peut pas y avoir de vérité sans lumière. Tu as donné aussi un engagement personnel, on connaît ton engagement, et il a l'avantage d'être clair, d'être fort, un engagement sioniste que tout le monde, pas forcément le partage, même si, comme tu l'as dit, c'est un engagement qui devient aujourd'hui de plus en plus consensuel en Israël. Tu nous as énormément éclairé sur cette notion de conceptualisation que tout le monde emploie, et je crois que on a énormément de remarques qui ne sont pas forcément des questions. Tu peux regarder le chat. En tout cas, s'il y a quelques personnes qui ont des questions à poser, merci pour les félicitations, en tout cas pour notre conférencier. Je crois que ça nous a permis un petit peu de regarder ce combat pour la vérité d'Israël avec un regard juif, un regard sioniste, un regard engagé, et de savoir les limites de ce monde virtuel dans lequel on vit. Et effectivement, Netzach Israël, Lo Yishaker, la vérité et l'éternité d'Israël ne se détrompera pas. Voilà, s'il y a des questions, il y a beaucoup de remarques, il y a beaucoup de félicitations, il y a beaucoup de petits points que nous allons mettre le temps de regarder. Alors, je voudrais encore une fois vous remercier à tous, vous souhaiter une bonne fête de fin Hanouka. En Israël, cette fête du 8e jour s'appelle Zot Hanouka. Zayin, c'est le 8, c'est le 7e jour, c'est la dimension de l'infini. Donc, c'est la Alors moi, dimension il y avait une question oui. sur la Judée Samarie, je crois, mais je n'ai pas vu passer. Yasmine, c'est la question comment démonter les informations concernant les colons en Cisjordanie. C'est ça la question? Je crois, mais je n'ai pas vu passer, juste passer le rappel, mais je n'ai pas vu la question originale. Oui, j'ai vu que cette question est citée 2 fois. Alors je vais en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet important. Parmi je dirais les fausses informations et les rumeurs qui ont circulé depuis le début de la guerre, il y a une rumeur persistante qui est diffusée, y compris par les médias israéliens, évidemment dans un but politique bien précis, qui est de dire que si Israël a été pris par surprise, c'est parce que l'armée israélienne se trouvait pas sur la frontière de Gaza parce qu'elle était en Cisjordanie, elle était en Judée-Samarie, soi-disant pour protéger les colons. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rumeur. D'abord, sur le plan factuel, sur le plan strictement factuel, c'est entièrement faux. Évidemment, et grâce à Dieu, l'armée d'Israël, elle est suffisamment nombreuse pour pouvoir protéger à la fois la frontière de Gaza et aussi les localités juives en Judée-Samarie. Mais et ceux qui ont vérifié sur le plan factuel ont conclu qu'il y avait peut-être quelques escouades, quelques unités, mais quelques dizaines d'hommes qui avaient pu être déplacés parce que ça faisait partie d'un plan concerté du Hamas d'allumer, de susciter des violences en Judée-Samarie pour détourner l'attention. Et donc, par la force des choses, effectivement, il y a peut-être quelques dizaines de soldats qui ont pu être déplacés, mais c'est pas ça qui a changé la situation fondamentalement. Si la frontière de Gaza a été dégarnie dans la mesure où elle l'était, c'était pas du tout parce que les soldats étaient ailleurs, c'est simplement parce que on croyait que la frontière était calme. On croyait qu'il ne se passerait rien sur cette frontière parce qu'on croyait que le Hamas était, comme on disait, neutralisé ou, comme on dit en hébreu, mourta, je ne sais pas comment on traduit en français. Et donc, il y avait toute cette conception, cette fausse idée dont on a payé le prix très cher de croire qu'il ne pouvait rien se passer sur la frontière de Gaza. Donc, ça n'a rien à voir avec les habitants juifs de Judée-Samarie. Et par ailleurs, je dirais dans cette rumeur persistante qu'on entend jusqu'à aujourd'hui dans le débat public en Israël, il y a, au-delà même du mensonge factuel, il y a aussi, je dirais, un mensonge sur le plan politique et moral, c'est-à-dire on veut nous faire croire que ça serait pas légitime pour l'armée d'Israël d'aller défendre les localités juives en Judée-Samarie, comme s'il y avait des habitants qui méritaient d'être défendus et d'autres qui méritaient moins de l'être, comme si on faisait une sélection, une séparation entre certains habitants d'Eretz Israël, de l'État d'Israël, qui
pourraient être défendus par Tsahal et d'autres qui pourraient moins. Et ça renvoie évidemment à tout un débat ancien en Israël de savoir, vous savez que les partisans du retrait de Gaza disaient à l'époque, ça suffit, il faut arrêter d'envoyer les soldats protéger les implantations juives dans la bande de Gaza, il faut les ramener à la maison. Et c'était un des arguments qui a été utilisé pour justifier le retrait du Gush Katif, l'expulsion du Gush Katif. Et aujourd'hui, on sait quelles en ont été les conséquences. Et peut-être juste pour dire un dernier mot sur ce sujet, je dirais que ça participe de cette même logique totalement mensongère qui veut nous faire croire que si on se retire, si on se recule, si on abandonne le terrain à nos ennemis, alors on va renforcer notre sécurité. Et aujourd'hui, dans cette guerre, on s'aperçoit que c'est le contraire. Finalement, on est en train de comprendre, Al-Bessaren, on le vit à nos frais, à nos dépens, que finalement, c'est le sionisme d'autrefois qui avait raison. La sécurité d'Israël, elle passe non seulement par les moyens militaires, mais aussi par la présence civile. Et c'est quelque chose que tout le monde savait il y a 100 ans, il y a 50 ans encore, que où passe la frontière d'Israël, elle passe là où il y a une charrue qui laboure la terre. Et c'est ce que faisaient les habitants du Gush Katif, c'était tous des agriculteurs, et c'était un petit peu la ceinture de sécurité d'Israël. Et lorsque malheureusement cette ceinture de sécurité a été enlevée, eh bien, qui est-ce qui s'est retrouvé en première ligne? Ce sont malheureusement les kibbutzim de Otef-Haza, du pourtour de Gaza. Alors juste, j'ai vu une autre question qui bien sûr me concerne personnellement, c'est où est-ce qu'on peut se procurer mes livres à Jérusalem? Alors bien sûr, je vais me faire un plaisir d'y répondre. On peut se les procurer normalement dans les bonnes librairies. Malheureusement, la librairie française a fermé à Jérusalem, mais ils sont en vente à la librairie française de Tel Aviv. Et moi-même, j'habite à Jérusalem, donc on peut aussi me contacter directement. Et par ailleurs, mes livres sont publiés sur BOD Books on Demand, donc ça veut dire qu'ils sont imprimés à la demande, ce qui est très écologique, voilà. Et par ailleurs, on peut les commander donc dans toutes les librairies. On n'est pas obligé de les acheter sur Internet, on peut aussi les commander dans les librairies physiques. Merci Pierre, c'était important de rappeler qu'effectivement les gens peuvent se procurer les écrits que tu as donnés. Effectivement, je rappelle aussi pour les gens qui nous ont demandé si ces conférences sont en replay, Yasmine fait en Oui, sorte que c'est toutes enregistré, ce sera mis sur les notre chaîne interventions sont YouTube. enregistrées. Elles sont accessibles sur notre site. Voilà, je vous remercie à tous. Une bonne fête de fin de Hanouka qui se termine demain et sur lequel nous enclenchons sur le Shabbat de fin de Hanouka et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Shabbat shalom, Ali. Shabbat shalom, Yasmine. תודה, אריק, שבת שלום ובהצלחה. יפה, יהיה בסדר. הכל טוב. On va continuer à commencer à l'heure. Avant de donner la parole à notre invité, puisqu'il a déjà participé à plusieurs réunions Zoom avec vous durant le Corona. Tout d'abord, je me présente. Notre invité, évidemment, c'est Pierre Lursa, que vous connaissez. On va le présenter tout à l'heure. Je me présente à Vidana de l'ESM. On se connaît aussi depuis très longtemps, mais je suis un petit peu ému parce que ce soir, nous fêtons l'Alia, on va dire, d'un de nos plus fidèles participants au Zoom de l'ESM, et pas seulement un participant, mais aussi un professeur d'hébreu, un militant communautaire, une personnalité qui nous est fort sympathique, qui nous accompagne depuis de très nombreuses années, avec qui nous avons eu le plaisir de travailler, et j'espère que nous allons trouver d'autres moyens encore pour continuer à être en contact. Et à cette occasion,